Salutations à tous. Bienvenue au cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous parlerons de l'ego, de la personnalité et de l'essence. L'objectif de cette conférence est de nous apprendre à différencier l'activité de chacun de ces aspects de notre psychologie. Apprendre à observer et à distinguer dans chacun de nos actes quand l'ego se manifeste, quand l'essence et quand la personnalité, pour apprendre à les identifier au moment de l'auto-observation. Pour comprendre chacun de ces aspects, nous allons les analyser séparément. Mais avant, voyons quels sont les différents actes qui existent, puisqu'il existe 3 types d'actes. Les premiers sont les actes de l'ego, ou récurrence. Ceux-ci se produisent parce que nous ne sommes pas conscients de notre monde intérieur et, par conséquent, nous laissons constamment nos défauts psychologiques ou notre ego se manifester, au lieu de notre conscience. Ces actes se répètent encore et encore, générant également que nous devons encore et encore subir leurs conséquences, qui tendent à être chaque fois plus grandes, puisque l'ego grandit à chaque fois qu'il se manifeste à nouveau. Comme nous l'avons vu lors de la conférence où nous avons parlé de la loi de récurrence, notre ego nous fait répéter les mêmes actes, faire les mêmes choses, prendre les mêmes décisions, commettre les mêmes erreurs, existence après existence. Ce sont les actes de l'ego qui nous maintiennent dans cette répétition mécanique jour après jour. Nous avons également vu lors de cette conférence que grâce à cela, nous avons atteint une nouvelle existence avec un destin marqué, où tout ce que nous allons vivre est déjà écrit, tout ce qui va nous arriver et comment nous allons réagir. Puisque nous sommes constamment motivés par l'ego, nous ne pouvons agir que sous son conditionnement mécanique. Mais il existe aussi un deuxième type d'acte. Ce sont les accidents. Des accidents nous arrivent parce que notre conscience est endormie, parce que nous sommes distraits et fascinés. Ce sont des actes qui ne font pas partie de notre destin. Par exemple, il n'est peut-être pas dans notre destin que nous soyons heurtés par une voiture à l'âge de 25 ans. Mais comme dans cette existence nous créons un défaut qui est tout le temps distrait par le téléphone portable, que nous marchons même en regardant le téléphone portable. Nous traversons une rue sans prudence et quelqu'un nous écrase accidentellement. Ce sont ces types d'actes qui provoquent de nouvelles récurrences. Puisque par exemple, dans le cas que j'utilise pour illustrer cela. Avec cet accident, une nouvelle récurrence est générée, et pour la prochaine existence, au même âge, nous serons déjà tellement absorbés par un téléphone portable ou une autre technologie, peut-être plus avancée, mais le défaut sera le même, et provoquera la même action récurrente, avec la même conséquence. Mais il existe également un troisième type d'actes, ce sont les actes conscients. Ce sont les actes qui permettront d'éviter les accidents, ils empêcheront donc de nouvelles récurrences, et ce sont eux qui nous permettront de sortir de la mécanique de l'ego, et de nous libérer des récurrences que nous apportons du passé, et de leurs conséquences. Pour que des actes conscients aient lieu, nous devons fournir des efforts conscients pour éveiller notre conscience à chaque instant. Voyons maintenant en détail l'ego, la personnalité et l'essence, afin que nous puissions approfondir notre compréhension de ces aspects. Qu'est-ce que l'ego? L'ego est connu sous différents noms. Nous en avons peut-être entendu parler, mais peut-être n'avons-nous pas réalisé qu'ils font tous référence à la même chose, l'ego en nous. Par exemple, l'ego est connu comme les moi. C'est cette multiplicité que nous sommes intérieurement. Chacune de nos différentes manières d'être, que nous pouvons observer se manifester en nous à tout moment, le moi en colère, le flirt, l'impatient, le distrait, le pessimiste, le paresseux, l'envieux, le lâche, le moi tyrannique, etc. Ce sont notre ego. Dans le bouddhisme, ceux-ci sont connus sous le nom d'agrégats psychologiques. Mais aussi, l'ego est connu sous le nom de défauts psychologiques, ou erreurs. Chacun de ces défauts ou formes défectueuses que nous pouvons trouver en nous-mêmes et qui, en tant que défauts, nous conduisent à agir incorrectement, causant du mal aux autres et à nous-mêmes. Ils sont également connus sous le nom de désirs et tentations, ceux que nous ressentons constamment et qui nous amènent à céder à nos instincts les plus bas, et dont nous voulons constamment blâmer une entité extérieure, un Satan ou un démon extérieur. Mais quand nous sommes capables de comprendre que ce que nous appelons Dieu et le diable ne réside pas ailleurs, mais en nous-mêmes, alors nous comprenons que ce diable, Satan, ou les démons rouges de Seth, comme on les appelait dans l'Égypte ancienne, ne sont rien de plus que l'ego qui vit en chacun de nous. Dans le christianisme, ils sont appelés péchés, et nous connaissons les 7 péchés capitaux, la paresse, l'avidité, la luxure, l'orgueil, la colère, la gourmandise et l'envie. Et ce ne sont rien d'autre que les 7 chefs principaux de la Légion qu'est notre ego.
Mais l'ego est également connu sous les noms d'injustice, d'ignorance, de douleur et de souffrance, puisque c'est l'ego qui nous pousse à agir injustement, celui qui nous empêche de sortir de l'ignorance vers la lumière, et c'est l'ego qui nous fait éprouver de la douleur et une souffrance constante. Il est également connu sous le nom d'obscurité intérieure, de conscience piégée et de chacun de nos concepts mentaux. Ce sont tous des noms qui reçoivent ce qu'est le ego ou le moi psychologique. Bref, l'ego c'est tout ce qui se manifeste en nous, et qui nous amène à commettre des erreurs, à nuire aux autres, et à nous-mêmes, comme la haine, le ressentiment, l'impatience, la vanité, l'égoïsme, l'envie, la violence, le mensonge, la trahison, les vices, la sentimentalité, attachement, peur, concept, croyance, etc., qui se manifestent en nous à chaque instant. Tout cela fait partie de notre ego, et c'est ce qui a piégé et conditionné notre conscience. Si nous ne nous débarrassons pas de l'ego, nous ne développerons jamais notre conscience. Il est important de savoir que le moi psychologique est né de toutes les impressions que nous recevons du monde extérieur et que nous ne transformons correctement dans aucune de nos existences. Chaque fois que nous étions confrontés à une situation donnée et que nous étions fascinés, nous nous identifions, cette énergie que nous y mettons est ce qui crée chacun de nos égos. Et ceux-ci, au fil du temps et de chacune de nos existences, se sont renforcés, puisque notre ego grandit à chaque fois que, par manque d'auto-observation ou de conscience de soi, nous leur permettons de se manifester en nous et de se nourrir de l'énergie de nos centres. Le moi psychologique a une nature moléculaire. Il appartient à la 5e dimension, qui est le monde auquel appartiennent nos émotions et nos pensées. C'est pourquoi dans le monde physique, il n'est pas possible de voir une émotion ou une pensée, même si personne ne peut douter de sa réalité. De même, personne ne peut physiquement voir l'ego lorsqu'il se manifeste depuis la 5e dimension à travers le désir et la justification. Mais à partir de là, il prend le contrôle de notre personnalité, et à travers la personnalité, il prend le contrôle de notre corps physique, nous amenant à agir en fonction du conditionnement du moi qui se manifeste et nous amenant à générer du karma. Chaque moi a sa propre personnalité. Chacun d'eux a sa manière particulière d'être. Nous pouvons voir que notre moi en colère manifeste une personnalité très différente de notre moi heureux, ou de notre moi craintif ou lubrique. Une autre chose que nous devons comprendre à propos de l'ego est qu'il existe des nouveaux moi et des anciens moi. Au cours de ces dernières existences, nous avons créé de nombreux moi que nous n'avions pas auparavant. Par exemple, dans d'autres existences, nous n'avions pas l'ego du téléphone ou du téléphone portable. Ce moi qui se nourrit de toute l'énergie que nous lui donnons en passant des heures et des heures sur ces appareils, jusqu'à ce que nous devenions dépendants, et qui nous rend anxieux si nous quittons notre téléphone portable, et qui nous fait terriblement souffrir si nous le perdons. Mais aussi, dans cette existence, nous avons créé le moi conducteur, le moi joueur, le moi qui regarde de la pornographie, le moi des réseaux sociaux, etc. Nous voyons comment toutes ces prétendues avancées que nous voyons dans la technologie nous donnent l'illusion que nous évoluons, alors qu'en interne, cela nous précipite en réalité dans l'involution. Parce que si nous y réfléchissons, nous nous rendrons compte que ces progrès ont servi à nous dégénérer de plus en plus, et avec ces nouveaux moi à nourrir encore plus tous nos anciens moi. Parce que nous avons aussi de très vieux moi psychologiques. Nous pouvons voir, par exemple, le moi de la paresse qui est le père de toutes. On peut voir parmi les détails du moi paresseux, des égos très anciens comme le moi fêtard, le moi drôle, le moi qui s'ennuie, le moi désobéissant, le moi distrait, etc. Et si nous l'analysons, nous voyons comment les nouveaux moi finissent par nourrir les anciens. Nous pourrions donner l'exemple du le moi qui joue aux jeux vidéo, et nous pouvons voir comment cela non seulement nourrit de nombreux moi très anciens de paresse, comme les loisirs et les distractions, mais ils viennent aussi se nourrir, moi meurtrier, moi vengeur, moi cruel, voleur, etc. Puisque dans cette réalité virtuelle nous faisons tout librement, alimentant indirectement, plusieurs fois, les moi les plus lourds de notre psychologie, qui peut-être en raison de notre personnalité actuelle ne se manifestent plus directement. Et c'est que l'ego évolue. Même dans une seule vie, nous pouvons vérifier l'évolution d'un ego. On peut parler par exemple de luxure. La première fois qu'un désir lubrique s'est manifesté en nous dans cette existence, c'était probablement juste en regardant des personnes du sexe opposé, le moi lascif, puis il évolue et le moi qui regarde du porno apparaît, puis le moi qui se masturbe, puis le moi qui fornique avec un partenaire,
Mais alors non seulement la fornication vaginale, mais aussi le sexe oral, puis le sexe anal, peuvent même dans la même existence passer au moi homosexuel, au moi célibataire, au pédophile, etc. Le moi évolue toujours dans sa dégénérescence, et à chaque existence son poids moléculaire augmente, et sa force de manifestation devient plus grande, si nous ne décidons jamais de travailler sur eux et de les éradiquer de notre psychologie. Mais il est important de savoir que tous les égos peuvent être éliminés. Et pour cela, il faut être constamment vigilant, dans un état constant d'auto-observation pour les découvrir se manifestant sous forme de désir, dans nos émotions, dans notre esprit, dans nos paroles, nos actions et nos omissions. Observez ce que votre ego vous amène à faire, réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous le faites, observez quand vous le faites et ainsi, d'instant en instant, comprenez qu'il s'agit de manifestations égoïques et demandez à votre mère divine particulière de les éliminer de votre psychologie. Cette procédure s'appelle mort psychologique, et c'est la manière dont nous nous libérerons de l'ego, et nous permettra de libérer l'essence, et de libérer l'énergie qui servira de matière première pour nous créer intérieurement et réaliser la seconde naissance. Si nous ne décidons pas de travailler sur nous-mêmes pour éliminer l'ego, alors, lorsque nos 108 existences en tant qu'humains prendront fin, nous devrons passer par le processus d'involution que nous avons étudié dans la 8e leçon. Et là, dans l'involution, tous les moi mourront douloureusement et involontairement. Et de ce processus, qui peut prendre des milliers d'années, notre essence sortira pure, mais sans avoir pu sauver la sagesse de ce tour dans la roue du samsara. De là, l'essence innocente sortira prête à être à nouveau connectée à la roue pour tourner encore une fois. Il est très important de comprendre la nécessité d'éliminer l'ego dans notre existence en tant qu'humain, pour nous libérer. L'ego nous fait commettre de nombreuses erreurs, épuise notre énergie, provoque toutes sortes de récurrences, nous fait répéter encore et encore les mêmes situations et nous empêche d'avancer vers notre être intérieur. Chaque mois apporte avec lui des comptes karmiques à collecter et à payer. Si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, nous répéterons encore et encore les leçons, sans pouvoir en tirer des leçons, et transcender ces situations difficiles. Pour observer les manifestations de l'ego en nous, nous devons apprendre à observer les différents désirs que nous ressentons au cours de la journée, à découvrir le moi qui provoque ce désir et à comprendre qu'une partie de notre conscience est piégée dans ce défaut. Et on ressent toutes sortes de désirs au cours de la journée. Le désir de boire, le désir de se battre, le désir de ne rien faire, de se masturber, de critiquer, etc. Si nous apprenons à refuser de satisfaire les désirs constants de l'ego, nous cesserons d'être esclaves du désir et nous sauverons la lumière qui est la sagesse, et le feu qui est l'amour et l'encouragement, qui est la capacité d'agir dans la poursuite de la conscience. Maintenant que nous savons déjà ce qu'est l'ego, voyons quelle est la personnalité. La personnalité est le véhicule énergétique qui va permettre à nos défauts psychologiques de se manifester en nous. Lorsqu'un bébé naît, il n'a pas de personnalité créée, il n'a pas de manière d'être. Et à cause de cela, les défauts psychologiques ne peuvent toujours pas se manifester chez lui, c'est pourquoi les bébés ont une beauté particulière. Chez le bébé, seuls les 3% de la conscience libre s'expriment. Mais à mesure que l'enfant grandit, il commence à créer sa personnalité, puis il forme déjà une manière d'être. Jusqu'à l'âge de 7 ans environ, une personnalité est pleinement créée, qui se renforcera pour le reste de sa vie. Grâce à la personnalité, tous les moi peuvent entrer ouvertement dans la personne. La personnalité naît avec le temps et meurt avec le temps. Il n'y a pas d'avenir pour la personnalité. Il se forme dans chaque existence afin que les moi se manifestent dans le corps physique. Dans chaque nouvelle existence, nous créons une nouvelle personnalité, et avec la mort du corps physique, vient également la mort de cette personnalité. La personnalité se forme par l'imitation. Ce que les enfants voient, les enfants le font. L'enfant observe et est comme une éponge qui absorbe tout ce qu'il voit autour de lui et imite ce qu'il voit faire ses parents, ses frères et sœurs, ses amis et les autres. L'enfant commence à imiter l'accent, les gestes, mais commence aussi à imiter les réactions des autres et commence à avoir une idée de ce qui est bien et de ce qui ne va pas. S'il voit, par exemple, que la mère crie tout le temps, se met en colère, réagit violemment, alors l'enfant intériorise cela, puis le répète, selon le dessin électropsychique qu'il apporte.
S'il voit que son père s'efforce tout le temps d'avoir de l'argent et qu'il rejette les gens qui n'en ont pas, alors l'enfant commence à supposer que ne pas avoir d'argent est une mauvaise chose et qu'il a honte. Ainsi, il grandit et imite ses camarades d'école, ses connaissances et d'autres membres de sa famille. Il imite ce qu'il voit à la télévision, sur Internet, etc. Et il crée sa personnalité ou sa manière d'être. L'enfant commence à développer de nouveaux concepts avec lesquels il s'identifie, ces choses forment le « je suis comme ça ». Et à partir de là, il commence à vénérer la personnalité. À partir de là, il commence à dire « la meilleure musique est celle que j'écoute », ou « le meilleur pays est le mien », ou « le match de football que j'aime est le meilleur », ou « la religion que je pratique est la vraie », et bien d'autres concepts qu'il défendra jusqu'à la mort, parce qu'il sent qu'en défendant ces concepts, il se défend lui-même. Et cela parce que lorsque nous devenons fascinés par la personnalité, nous perdons le lien avec notre propre part spirituelle, avec notre propre conscience, et nous devenons totalement identifiés et définis par notre personnalité. Et nous commençons à être très conditionnés par ce que diront les autres. Vous pouvez voir que nous faisons les choses, nous nous comportons d'une certaine manière, nous montrons cette façade, ce masque, qui est la personnalité, pour jouir d'une réputation, pour que le meilleur de nous soit dit, pour que nous soyons tenus en haute estime, ou par peur de la critique et du rejet. Avec chaque corps physique, nous créons une nouvelle façade, une nouvelle personnalité, avec un nouveau nom, prénom, éducation, situation économique, culture, goût, intérêt, coutumes, habitudes, etc. Notre personnalité est composée de tous ces éléments liés à la culture, au niveau social et économique du lieu où nous sommes nés et à la famille dans laquelle nous sommes nés. Mais cette personnalité a de multiples fractions, elle a de nombreuses manières d'être, puisque chaque moi psychologique a sa propre personnalité. Nous pouvons remarquer que l'aspect de la personnalité qui émerge lorsqu'on est heureux est totalement différent de celui exprimé lorsqu'on est triste, ennuyé, en colère ou effrayé. Notre personnalité d'aujourd'hui n'est qu'une servante au service de l'ego. Et le problème avec la personnalité est qu'elle nous maintient hypnotisés, pensant que les choses du monde, la vanité, l'argent, le prestige, le luxe, les professions, les affaires, les apparences, etc., sont les choses importantes dans la vie. Si dès l'enfance, ils nous ont fait voir que l'important était l'argent, l'enfant grandit fasciné par les choses de l'argent et par les façons de gagner de l'argent, et c'est sur cela qu'il basera sa vie. Ou si on vous a appris que la chose importante dans la vie est la famille, vous grandissez fasciné par les choses familiales. Ou si on vous enseignait que l'important dans la vie est de se démarquer, vous passez toute votre vie à chercher comment vous démarquer des autres, et ces choses vous fascinent et vous oubliez ce qui est vraiment important, la raison pour laquelle nous sommes ici, qui est le développement de notre conscience. C'est ainsi que nous perdons tout notre temps à poursuivre des objectifs vains. C'est pourquoi il est bon de savoir qu'il existe deux types de personnalités. L'une est la personnalité active, c'est celle que la plupart d'entre nous possèdent. C'est celui qui est au service de l'ego. Par exemple, si notre désir veut se manifester, la personnalité cherchera un moyen de le manifester d'une manière appropriée. Comme lorsque nous voyons quelqu'un qui nous attire et que le désir veut aller directement copuler avec cette personne. Mais ce que fait la personnalité, c'est trouver un moyen de parler à cette personne, de la séduire, de lui promettre l'amour, la fidélité et qui sait combien d'autres choses. Derrière laquelle se cache l'intention égoïque d'aller copuler avec cette personne. Ainsi, la personnalité active aide chaque moi psychologique, afin qu'il puisse se manifester. Mais il existe une autre personnalité que nous devons développer, la personnalité passive. Et cela commence à se développer lorsque la personne apprend à ne pas être aussi réactionnaire et à ne pas faire immédiatement ce que veut le défaut, mais à réfléchir. Lorsqu'un désir se manifeste, il juge ce désir. Par exemple, si quelqu'un vous propose une entreprise louche, dans laquelle vous allez gagner beaucoup d'argent, mais au lieu de réagir et de dire immédiatement oui, à cause de votre avidité, ou de dire non, à cause de ce que diraient les autres, ou à cause de la façon dont les gens vous traiteront s'ils vous surprennent en train de faire ce genre de choses. Vous vous observez, vous réfléchissez, vous observez le défaut qui se manifeste dans votre esprit sous forme de justification, dans votre émotion sous forme de peur ou d'angoisse, dans votre corps sous forme de tension, d'anxiété, etc. Et vous réalisez que ce sont des manifestations de votre moi de voleur, et vous l'éliminez.
La conscience pourra alors se manifester en vous et vous serez capable d'agir de manière consciente dans cette situation. C'est ainsi que vous commencez à développer cet état de réceptivité. Si nous cessons d'être aussi réactionnaires, nous laissons la place à l'essence qui se manifeste et elle nous donnera toujours la réponse précise et consciente. Maintenant, quelle est l'essence? L'essence est ce qui est vrai, réel et immortel en chacun de nous, et c'est la seule chose qui vaut vraiment quelque chose. L'essence est la même depuis le moment où nous avons quitté le soleil sacré absolu, c'est qui nous sommes vraiment, en dehors de l'ego et de la personnalité. Et contrairement à l'ego et à la personnalité, l'essence n'appartient pas au temps et ne meurt pas avec le temps, mais elle est éternelle et permanente. Elle n'est pas conditionnée par ce que disent ou pensent les autres, mais agira toujours consciemment, sur la base de ce qui est juste, utile et vrai. Elle cherchera toujours l'éveil de toutes nos consciences. 100% de notre essence est immortelle, mais elle est divisée en deux parties. 3% d'essence libre et consciente, et 97% d'essence piégée dans chacun de nos défauts psychologiques. Quand l'essence est libre, on l'appelle conscience, parce qu'elle a la sagesse, et on l'appelle essence lorsqu'elle est piégée parce que l'essence vient de l'innocence. Et précisément à cause de son innocence, il a été piégé par l'ego dans le but d'acquérir une expérience dont tirer la sagesse. Le travail que nous devons faire est, d'abord, de réveiller ces 3% parce que nous les avons endormis, et ensuite de continuer à libérer, avec la mort psychologique, l'essence piégée et de la rendre consciente. C'est la raison d'exister. Quand nous étions petits et que la personnalité n'était pas encore formée, ces 3% de conscience étaient encore éveillés, mais quand nous atteignions l'âge de 7 ans, alors que nous avions déjà l'usage de la raison, ces 3% s'est endormis, et seulement dans quelques cas, nous entendrons à nouveau la voix de la conscience. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est chercher à éveiller cette conscience, et nous allons l'éveiller et la développer, à travers la pratique des 3 facteurs de la révolution de la conscience. Car que cherche l'essence? Contre le désir de l'ego et de la personnalité, l'essence cherchera toujours. Libérer toutes les essences par la pratique de la mort psychologique. Les fusionner aux 3%, par la naissance spirituelle, par la pratique du suprasexe. Et il va chercher à ce que les autres frères de l'humanité s'éveillent aussi, en sacrifiant consciemment du temps et des efforts pour eux, en leur offrant le saignement des 3 facteurs de manière désintéressée. C'est tout l'objectif et le travail de notre être. Et si nous valorisons ce travail, nous pourrons développer notre part spirituelle, nous pourrons nous connaître et réaliser notre être. Voyons maintenant comment différencier l'ego, la personnalité et l'essence. Il est très important que nous apprenions à différencier cela, et je vais vous donner un exemple, pour que vous appreniez à différencier lorsque chacun agit. Disons que nous descendons une rue et que nous rencontrons quelqu'un que nous ne voulons pas voir parce que nous lui devons de l'argent. Comment notre ego se manifeste-t-il dans cette situation? L'ego est toute cette réaction qui surgit en nous, le désir de se cacher, la colère d'avoir trouvé cette personne, la haine que cela génère en nous, la honte, le désir de mentir, tout cela est la manifestation de l'ego dans cette situation. Comment se manifeste la personnalité? C'est la façade que nous mettons, quand même en ressentant tout cela, nous lui sourions, le saluons poliment, lui demandons des nouvelles de sa famille, avec un sentiment d'horrible contrariété à l'intérieur, mais nous affichons un visage agréable. Et quand il nous pose des questions sur l'argent que nous lui devons, nous commençons à mentir et à faire tout un film sur les raisons pour lesquelles nous ne l'avons pas encore payé. Et comment l'essence pourrait-elle se manifester dans cette situation? Pour que l'essence, qui est ce qui est réel en nous, qui est la sagesse et l'amour, se manifeste, nous devons être en auto-observation pour découvrir tous ces défauts psychologiques qui se manifestent à travers nos émotions, dans l'esprit et à travers la personnalité. Et nous devons éliminer tout ce que nous observons et comprenons qui n'est pas notre conscience. Ce n'est qu'en éliminant tout ce qui est faux en nous que le réel peut se manifester, en sauvant de cette situation beaucoup de conscience et beaucoup de sagesse, et par conséquent, l'essence nous amènera à agir dans cette situation sans conditionnement, ni du l'ego ni de la personnalité. Nous agirons consciemment. On ne peut pas catégoriser dans un concept la façon dont l'essence agirait, puisque l'essence étant la réelle et la vraie, elle est l'inconnue d'instant en instant. Et ce n'est que lorsque nous nous retrouverons dans une situation spécifique, et en éliminant toutes les manifestations de l'ego,
que nous découvrirons quelle sera l'action consciente qui surgira spontanément. Parce que la conscience n'est pas mécanique, elle ne peut pas être mesurée ou conceptualisée, ni enfermée dans un livre moral, puisque ce qui est conscient dans une situation et dans certaines circonstances ne l'est pas dans d'autres. La conscience surgit spontanément et est au-delà du bien et du mal. Il nous reste à mettre cela en pratique, par l'auto-observation, pour apprendre à identifier l'acteur dans chacun de nos actes. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Dans le prochain sujet, nous parlerons déjà plus en profondeur de l'auto-observation. Nous apprendrons tout sur cette pratique importante, qui nous permettra d'opérer des changements radicaux dans notre psychologie. Rendez-vous à la prochaine conférence.